Bonjour à tous, fidèles du Cercle Aristote. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Michel Santi, économiste, qui va nous présenter son dernier ouvrage sorti à l'automne 2020, Le Testament d'un économiste abusé, qui est sorti aux éditions des Trois Colonnes. Alors bonjour Monsieur Santi, très heureux que vous me fassiez l'amitié de présenter votre livre. Je vous laisse vous présenter en quelques mots et ensuite expliquer le propos de votre ouvrage. Très bien, écoutez, merci à vous de votre aimable invitation. Je suis un homme de finance, un homme des marchés financiers à la base, puisque mon expérience professionnelle m'a conduit dans différentes banques, principalement à Genève en Suisse, où j'ai fait ma carrière professionnelle, entre guillemets, en tant que salarié. J'étais trader, j'étais responsable de salle de marché, donc dans une autre vie. Jusqu'à ce que je crée moi-même ma propre société de gestion de patrimoine, toujours à Genève en Suisse. Par la suite, j'ai évolué, j'ai quitté ce monde de la finance, de la gestion, du front, comme on dit dans le jargon, pour conseil des banques centrales. Je suis à la base économiste, macroéconomiste en fait. J'ai conseillé des banques centrales, j'ai conseillé 2 fonds souverains. Et un déclic s'est présenté. Le déclic, ça a été 2007, donc le déclenchement de la crise des subprimes aux États-Unis. Alors, en cela, j'ai toujours écrit, je dirais des articles financiers, mais ce cataclysme qui a démarré en 2007 et qui s'est amplifié, comme tout le monde le sait, avec la crise du crédit en 2008, m'a fait prendre conscience que notre modèle était radicalement à changer. J'emploie des termes très diplomatiques là. Et donc, j'ai commencé à tenir mon blog de manière très régulière afin de m'exprimer, de donner des impulsions. J'ai publié plusieurs livres. Ce qui nous amène aujourd'hui à notre rencontre, à cet entretien, c'est Le Testament d'un économiste désabusé. Donc, la raison pour laquelle j'ai donné ce titre à cet ouvrage, c'est que, voilà, ça fait depuis 2007 que j'écris de manière quasi hebdomadaire sur mon blog, articles qui sont repris pratiquement toujours par la presse en France, en Suisse, etc., au Liban, dans la presse francophone, au Canada. Mes livres ont aussi des titres évocateurs, Splendeur et misère du libéralisme, l'Europe chronique d'un fiasco politique et économique, misère et opulence, etc. Mais là, j'ai l'impression que j'arrive au bout, d'où le terme de testament. Donc, c'est bien un testament économique dont on parle, et non pas un testament personnel. Mais c'est le testament d'un économiste qui est désabusé parce que notre monde ne va pas changer de sitôt. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons vu à la faveur de la crise de la Covid qui a démarré en Europe en février-mars 2020, nous avons vu la Banque centrale européenne. Nous avons également vu aux États-Unis la Réserve fédérale américaine, qui est la Banque centrale américaine, dépenser des centaines de milliards pour renflouer les économies. C'était évidemment indispensable. Je veux dire, moi, ça fait depuis 2009-2010. Donc, quand il y a eu la crise des dettes souveraines européennes, la crise grecque, italienne, espagnole, que j'ai bien sûr plaidé à force de centaines d'articles pour que les banques centrales fassent marcher leur planche à billets afin de mettre de l'huile dans les rouages, parce que c'était la seule manière d'éviter que les taux de chômage en Europe atteignent dans certains pays 30% et 50% de chômage des jeunes. Enfin, nous avons vu les banques centrales dans les pays occidentaux à la faveur de la crise du Covid, eh bien tout simplement faire marcher leur artillerie. Mais j'ai bien peur qu'à partir du moment où la reprise va poindre à l'horizon,
même pire que ça, j'ai bien peur qu'à partir du moment où le vaccin contre le coronavirus sera une réalité, ce qui je pense sera le cas dans quelques mois, que ce soutien à des millions de chômeurs, que ce soutien à une économie en berne ne commence à se retirer parce que, pour une simple et unique raison, c'est parce que l'obsession des déficits va refaire surface et il va falloir revenir à l'essentiel, l'essentiel étant que l'on revienne, comme on dit en anglais, au business as usual, c'est-à-dire que tout simplement, ma foi, le monde de la finance, le monde des affaires reprenne son pli habituel et que tout le monde revienne au boulot et que, ma foi, toutes les victimes sacrificielles qui auront été créées en plus à la faveur des confinements, etc., soient laissées à leur propre sort, soit abandonnées à leur propre sort, et qu'en finalité, que le néolibéralisme revienne de plus fort. Donc, le testament d'un économiste désabusé est un ouvrage qui fait part de cette déception qui est la mienne. Je n'ai pas dit de ce dégoût qui est le mien. J'ai déchanté, en fait. Je pense que comme beaucoup de citoyens, je commence sérieusement à perdre ma motivation à jouer le jeu, à accepter ce que l'on nous inflige, dans le sens où j'ai bien peur que le néolibéralisme revienne au galop. Une fois que la crise sanitaire, à mesure que la crise sanitaire va s'estomper, je m'explique, que ces dettes qui auront été creusées pour pouvoir soutenir les chômeurs, pour pouvoir sauver les entreprises, que ces dettes ne doivent être résorbées de par l'impulsion des marchés financiers avec l'assentiment des États qui sont tétanisés, comme on le sait, depuis la crise des dettes souveraines, par le verdict des marchés financiers. Et donc cet ouvrage a pour objectif d'informer, de former, d'expliquer, parce que j'ai découvert que nos citoyens, que nos concitoyens se laissaient facilement abuser par le langage de celles et ceux qui nous dirigent, qui eux-mêmes souvent ne comprennent pas trop bien les concepts économiques et financiers, il faut bien le dire. Donc, mon ouvrage se présente sous la forme en fait d'un dictionnaire. Tout ce qu'il y a de plus classique, je dirais, qui commence par A et qui se termine par Z, mais qui traite, je dirais, de manière originale et assez iconoclaste de sujets, en commençant par A, comme par exemple l'Allemagne, donc son obsession des déficits, son obsession du chiffre, en continuant par la lettre A sous forme d'austérité. Et voilà, donc c'est toutes les lettres de l'alphabet qui se déclinent en essayant d'expliquer de manière relativement ludique, humoristique, tous ces concepts, afin de démystifier le langage économique volontairement, afin que, tout simplement, faire œuvre de civisme, en fait, pour expliquer aux hommes et aux femmes qui sont nos semblables que les concepts économiques ne sont pas si compliqués que cela et que souvent les économistes, mais avec eux également les responsables politiques et économiques, se perdent dans des équations, alors que pour moi l'économie est d'abord politique. L'économie n'est pas une science pour moi. L'économie doit
rester sujette à des décisions politiques. Et mon maître à penser, quand quelqu'un lira le livre, il le comprendra. Pour celles et ceux qui lisent mes articles, mes analyses, elles, ils le savent. Mon maître à penser, c'est Keynes, qui disait que les économistes ne devraient pas se prendre la tête, en d'autres termes. Les économistes devraient rester aussi modestes, disait-il, je le cite, que des dentistes. Voilà. Donc, tout cela pour dire que Le Testament d'un économiste désabusé est un livre à vocation pédagogique, sous la forme d'un dictionnaire, sachant qu'à la fin de chaque développement, il y a des thèmes qui sont renvoyés vers d'autres lettres afin que le lecteur, s'il souhaite poursuivre sur le même thème ou sur des thèmes qui sont connexes, puisse aller consulter d'autres lettres, comme nous le lui indiquons donc dans cet ouvrage. Dès que j'ai vu le mot testament, j'ai pensé à Maurice Allais. Ça m'avait marqué une discussion. Quelqu'un m'avait parlé, tu devrais lire absolument ce testament, et c'est notamment le terme aussi testament qui m'avait marqué pour cela. Quelle sera en quelques idées pour vous la marche à suivre, quelques mesures concrètes qui pourraient être utilisées et comprises pour les années à venir en France? La France était devenue indissociable du reste de l'Union européenne. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la crise des dettes souveraines en Europe qui a démarré en 2009-2010 et qui a vu certains pays dits du Club Med, comme on les a appelés de manière un peu méprisante, c'est-à-dire la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, stigmatisés par les cigales, donc qui furent notamment l'Allemagne et les Pays-Bas. Bien, revenons un petit peu, avant que je réponde à votre question, ça va me permettre de répondre à votre question, mais revenons un petit peu à cet épisode qui a été très révélateur. Donc, nous avons vu progressivement ces pays du Sud dont je vous parlais, nous avons vu les frais de financement de leurs dettes s'aggraver et s'envoler progressivement depuis entre 2009 et 2010 et 2011. Pourquoi ? Parce que des pays comme l'Espagne ou comme l'Irlande ont subitement vu leur déficit public s'aggraver de manière irrémédiable. Et puis, les marchés financiers ont décelé une faiblesse majeure dans la construction européenne, qui était la suivante. Donc, l'Espagne, prenons un exemple, l'Espagne a dû se financer petit à petit jusqu'à atteindre des taux de financement de sa propre dette publique de pratiquement 10%, ce qui est un taux immense. Donc, les marchés financiers voulaient bien prêter à l'Espagne, mais à ce taux-là, à des taux compris petit à petit 5, 6, 7, 8, 9, 10%. Alors qu'auparavant, l'Espagne, quelques années plus tôt, lorsqu'elle avait intégré l'Union européenne, empruntait peut-être à 2 ou à 3% maximum. Pourquoi les marchés financiers ont-ils fait monter les enchères jusque-là ? Parce qu'il n'y avait pas de banque centrale digne de ce nom derrière pour défendre l'Espagne, puisqu'on a pris cet exemple-là. Je m'explique. Une banque centrale a un autre nom dans le jargon. Une banque centrale, c'est une prêteuse en dernier ressort. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que quand un État n'a plus les moyens de se financer, eh ben, sa banque centrale est là pour pouvoir imprimer des billets, non pas les imprimer physiquement, on a dépassé ce stade, mais imprimer de manière électronique, si vous voulez, créer de l'argent, puisque la banque centrale a un pouvoir thaumaturgique, miraculeux, qui est celui de pouvoir créer de l'argent. Donc, de manière électronique aujourd'hui. Donc, la Banque centrale européenne avait
les moyens tout simples et tout bêtes, je dirais, et tout naturels et tout mécaniques de pouvoir faire baisser de plusieurs crans la crise espagnole, qui était de tout simplement réinjecter sur les comptes publics espagnols une certaine somme afin tout simplement d'accomplir sa mission de prêteuse en dernier ressort. Or, la Banque centrale européenne, dont le siège est à Francfort, comme on le sait, a été modelée sur l'image de la Banque centrale allemande, la Bundesbank. À l'époque, lorsqu'il y a eu la réunification allemande, on était sous François Mitterrand et sous Helmut Kohl. François Mitterrand, comme on le sait probablement, a eu peur que la réunification allemande ne précède à la création d'un pays qui serait extraordinairement puissant. Et il a donc négocié avec Helmut Kohl un donnant-donnant, dans le sens où, voilà, j'accepte la réunification allemande à condition que, lors de la finalisation du lancement de la monnaie unique européenne, le Deutsche Mark soit fondu dans la monnaie unique européenne, l'euro. Mitterrand pensait qu'ainsi, la puissance allemande serait en quelque sorte diluée, si j'ose dire, dans le reste des pays, avec le reste des pays européens. Seulement, comme je vous le disais, les politiques ne sont que très peu économistes. Monsieur Kohl a exigé, outre que le fait, bien sûr, que le siège de la Banque centrale soit à Francfort, ce qui voulait dire que, bien sûr, les Allemands avaient la même mise sur la Banque centrale européenne, mais surtout qu'il fallait que la Banque centrale européenne, que la future Banque centrale européenne soit modelée sur le modèle de la Bundesbank allemande, c'est-à-dire qu'il y aurait un objectif unique qui serait la lutte contre les pressions inflationnistes. C'est tout. Point. Non pas prêteuse en dernier ressort. Je reviens quelques années plus tard avec la crise des dettes souveraines, je reprends le cas de l'Espagne, et si la Banque centrale européenne avait effectivement été une prêteuse en dernier ressort, nous n'aurions pas eu tous ces psychodrames que nous avons connus entre 2009, 2010, 2011, qui ont été jusqu'à des risques de faillite de certains pays, qui n'auraient plus pu parvenir à même pas payer leurs dettes, mais les intérêts de leurs dettes. Je fais encore une digression pour parler des États-Unis d'Amérique. La Réserve fédérale américaine, qui est donc la banque centrale au niveau fédéral, n'a pas besoin d'affirmer qu'elle est une prêteuse en dernier ressort, parce que il y a quelques années, nous avions la Californie qui a failli faire faillite, mais il n'y a eu aucun psychodrame. Il y a eu ce qu'on appelle les transferts automatiques de liquidités depuis le compte de la Réserve fédérale jusqu'au compte public de la Californie, parce que tout simplement, c'est ainsi qu'a été créée la Banque centrale américaine et que les États-Unis sont une véritable fédération. Si la Banque centrale européenne avait été modelée sur cet exemple-là, eh bien, cela nous aurait évité une misère européenne invraisemblable. Cela aurait évité les 50% de chômage des jeunes que nous avons connus dans les pays du sud de l'Europe, comme en Italie, comme en Espagne, etc. Cela aurait évité que des personnes soient sans couverture maladie en Grèce à cause de pauvreté, à cause de misère. Je suis un économiste hétérodoxe. Mon seul objectif, c'est que l'économie soit mise au service des citoyens et de l'emploi.
Alors, s'il faut pour cela me classer dans une école, je sais bien que c'est un réflexe très français de classer, donc soit. Mais sincèrement, mon maître à penser, c'est Keynes, parce que Keynes, qui était une personne très pragmatique, et en économie, il faut être pragmatique, comme en politique. Keynes avait cette autre fameuse répartie: quand les faits changent, je change d'avis. Alors, c'est les marchés financiers, c'est ma longue pratique des marchés financiers qui m'a appris à être pragmatique. Mais je pense que en économie et en politique, il faut l'être. Heureusement que nos gouvernants l'ont été à la faveur de la crise du coronavirus, avec, comme je le disais en début d'entretien, la création de centaines de milliards destinés à être injectés dans l'économie. Mais ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que dès que des embellis vont poindre à l'horizon, retirer ces aides, parce que c'est toujours les mêmes qui vont payer le prix. C'est toujours les mêmes qui vont en payer le prix. Voilà. Et c'est évidemment ce qu'il faut impérativement éviter si l'on ne veut pas, d'un côté, creuser davantage la misère dans nos pays occidentaux et des conflits sociaux sans fin. Donc, si cet ouvrage permet très modestement d'éclairer un petit peu celles et ceux qui sont intéressés par progresser pour leur propre gouverne et par démystifier, que je le répète, le jargon économique, ben, il aura déjà servi à cela. Très bien. Pour rebondir sur vos différents avis, alors vous avez un petit peu élaboré sur, on appellerait ça les mesures économiques Covid du gouvernement. Je pensais à un autre de vos articles, à la lettre B, Banque centrale 2.0, où vous proposez un scénario de don de l'État. Alors vous imaginez un petit scénario qui serait 2500 € par ménage directement déposé sur les comptes des Français, et vous imaginez un modèle par rapport à ce procédé ayant existé peut-être à moindre échelle, mais ayant déjà existé, mais vous imaginez un potentiel effet levier jusqu'à un ratio de 1,5, c'est-à-dire pour 1 € donné sur le compte d'un ménage, on pourrait espérer éventuellement des retombées jusqu'à 1,5 € de retombées dans l'économie réelle. Donc, je voudrais un petit peu avoir vos lumières là-dessus et élaborer un peu sur votre pensée et peut-être élargir sur l'économie réelle versus l'économie financière, ce genre de... Écoutez, j'avais plaidé pour ces aides qui sont un genre de revenu universel. Moi, j'y ai consacré un livre il y a quelques années. Donc, je l'ai appelé le crédit social. Voilà. C'était avant l'élection présidentielle de 2017 et avant que le candidat socialiste à l'élection présidentielle à l'époque ne se fasse connaître pour plaider pour le revenu minimum universel. Alors, le crédit social, il s'impose. Il s'imposait bien avant le coronavirus. Après le coronavirus, il s'impose d'autant plus. Mais oublions l'épisode coronavirus. Le crédit social s'impose parce que nous entrons dans un nouveau paradigme aujourd'hui, qui est celui de la robotisation et de la digitalisation, qui va priver plein de monde de leur job, de leurs emplois. Je plaide, dans un sens, pour la taxation des robots, parce qu'il est très très important de pouvoir, ma foi, trouver l'argent là où il est, parce que ce n'est pas parce qu'une entreprise, une industrie peut remplacer un robot par 2 ou 3 salariés qu'il ne faudrait pas taxer ce robot. Il faut au contraire taxer la robotisation afin de pouvoir financer
en tout cas partiellement, ce crédit social, ces subventions pour lesquelles je plaide. Alors, il faut introduire très brièvement, sans être trop technique, quelques considérations, dans le sens où je suis personnellement contre les subventions par réduction d'impôts. Pourquoi ? Parce que les études poussées, honorables, de plusieurs grandes universités à travers le monde ont montré que les réductions d'impôts ne poussent pas celles et ceux qui en bénéficient à la consommation. L'objectif, c'est la consommation. L'objectif, c'est la relance par la consommation, pas la relance par l'offre. Je suis un keynésien, c'est-à-dire je ne suis pas pour la relance par l'offre qui consiste principalement à relancer l'économie en aidant les entreprises. Je suis pour la relance par la consommation. La France est un pays de consommation. Et notre seule voie de sortie, c'est de pouvoir aider les ménages à consommer davantage. Donc, les réductions d'impôts, ce n'est pas cela qui va vraiment motiver les Françaises et les Français à dépenser plus. C'est littéralement leur donner de l'argent, leur créditer leur compte bancaire. Et encore pas de n'importe quelle manière, parce que j'avais écrit un article il y a quelques années dans Marianne à ce sujet-là. Il est très important que ces sommes qui soient allouées de manière régulière aux ménages français ne soient pas utilisées pour acheter étranger. Ce n'est pas du tout un réflexe nationaliste que j'ai ici. Parce que si une partie de ces sommes qui sortent en fait du budget public de la France sont utilisées pour acheter des voitures étrangères, par exemple, ou des ordinateurs étrangers, eh bien, c'est notre déficit commercial qui va en payer le prix, premièrement. Et en plus, nos entreprises françaises ne vont pas en bénéficier. Non, je pense que ces sommes qui seraient allouées aux ménages français de manière régulière doivent être assorties d'une condition expresse, c'est-à-dire qu'elles doivent uniquement profiter des entreprises françaises. Et ça, c'est relativement facile à mettre en place, dans le sens où, en amont, les pouvoirs publics doivent mettre en place une liste d'entreprises où ces chèques, si vous voulez, c'est pas les chèques cadeaux, mais ces chèques alloués à chaque ménage, où ces chèques doivent être utilisés. Donc, auprès de ces entreprises françaises figurant sur des listes qui sont continuellement mises à jour, enrichies de nouvelles entreprises françaises qui se portent candidates et qui en bénéficieront, nous en bénéficierons tous. Bien évidemment, le consommateur, parce que il aura augmenté son panier de la ménagère, etc. Mais également les entreprises françaises, parce que parfois elles auront augmenté leur chiffre d'affaires, ainsi elles pourront mieux payer leurs salariés, elles pourront partiellement résorber le chômage. Donc c'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux qui est fondamental pour moi. Alors je ne dis pas 2500 €, je ne dis pas 1500 €, je dis c'est une somme qu'il faut définir. Je ne dis pas qu'il faut la répéter mensuellement, je dis qu'il faut la répéter régulièrement, à définir. L'idée est là, et je pense que c'est très important de pouvoir la creuser. D'autres avant moi, bien plus importants que moi, ont dit qu'il fallait consommer français. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est un réflexe pour exclure les entreprises étrangères. C'est un genre de protectionnisme, si on veut. Oui, c'est un genre de protectionnisme, mais nos entreprises en ont désespérément besoin aujourd'hui. D'où le terme de banque centrale 2.0, ou alors le terme de relance par la consommation,
et également par une certaine forme de protectionnisme qui permettra également de faire d'une pierre plusieurs coups, dont notamment aussi un coup sera de pouvoir soulager notre commerce extérieur. Je fais une petite parenthèse qui sera en forme de conclusion. Avez-vous remarqué que dans nos gouvernements ces dernières années, il n'y a plus de ministre du commerce extérieur? Donc, nous avons eu cela jusqu'à, je pense, jusqu'à 10 ou 15 ans. Et puis, subitement, le commerce extérieur a disparu. Donc voilà, c'est dommage qu'il n'y ait plus de ministre qui puisse défendre notre commerce extérieur parce que, je veux dire, c'est fondamental de pouvoir non seulement importer moins par le biais de pouvoir mieux acheter, plus acheter auprès de nos entreprises françaises, mais c'est très important aussi de pouvoir exporter plus, que ce ministre du commerce extérieur prenne son bâton de pèlerin et soit un authentique VRP de luxe, si l'on veut, aille muni de toute la richesse de nos entreprises, de toute l'excellence française, parce que nous bénéficions quand même d'une excellence française à bien des domaines de notre pays, pouvoir aller vendre nos entreprises françaises à l'étranger dans le but de soulager notre commerce extérieur. Voilà. Alors pour rebondir là-dessus, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que votre constat sur la disparition d'un ministère du Commerce extérieur, est-ce que c'est pas aussi le constat d'un languissement des prérogatives de l'État qui s'enfuirait vers l'Union européenne? On l'a bien vu à travers tout un tas de traités économiques signés par des personnes non élues qui sont en charge de l'Union européenne et qui ne reflètent pas nécessairement ni les besoins, ni le cahier des charges des économies de tel ou tel pays. Est-ce que selon vous, on peut déplorer ce constat? Est-ce que ça peut être l'occasion pour vous de faire un petit état des lieux de vos... quelle est votre lecture de l'Union européenne, de son fonctionnement? Alors j'ai une petite idée de vos éléments de réponse, mais ça peut être l'occasion de peut-être élaborer sur des points qui vous semblent importants. Parce que je ne pense pas que vous soyez... j'ai lu un de vos articles où vous avez quand même tendance à dire que il faut arrêter de taper sur les banques centrales qui seraient irresponsables et systématiquement font appel à la planche à billets quant à des leasing. Ils le font, vous l'avez bien expliqué, puisque de derniers ressorts, ils sont passés à premier ressort. Et selon vous, c'est lié un petit peu à l'incurie des hommes politiques qui ne prennent plus les décisions qui devraient s'imposer, et aussi peut-être parce qu'ils sont dépossédés de ces potentiels éléments de puissance de l'État. Donc, comment pourriez-vous, en 2-3 points, décliner vos considérations sur l'Union européenne? Écoutez, je vais démarrer par votre première question par rapport au commerce extérieur. Donc, effectivement, le fait est que la France n'est pas considérée au sein de l'Union européenne comme un pays exportateur. La priorité est donnée en fait au sein de l'Union européenne aux exportations allemandes. Tout est fait pour que l'Allemagne puisse continuer à être la machine à exporter. Tout a toujours été fait. En fait, depuis le lancement de l'euro, je vais encore remonter, faire un petit peu d'histoire. Désolé, mais je vais faire une petite digression, mais vous allez comprendre pourquoi. Je parlais tout à l'heure de la crise des dettes souveraines et de l'Espagne qui a vu ses déficits publics s'envoler et bien évidemment, les marchés financiers, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, lui ont fait payer le prix. Mais personne ne sait que, en fait, préalablement à la crise des dettes souveraines, les comptes publics espagnols étaient excédentaires, alors que les comptes publics allemands étaient déficitaires début des années 2000. Ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est que
Comme vous le savez, la réunification allemande a coûté énormément d'argent à ce pays, à la République fédérale d'Allemagne, qui a absorbé l'Allemagne de l'Est, qui a accepté que l'Ostmark, donc que le marque de l'Allemagne de l'Est, soit au même prix que le Deutschmark, que celui de l'Allemagne de l'Ouest, avec tout ce que ça a pu coûter à la République fédérale d'Allemagne en termes de coûts financiers, économiques et de sacrifices aussi. Il faut bien le reconnaître. Cependant, l'Allemagne a connu une grosse crise économique et financière suite à la réunification. Lorsqu'il y a eu le lancement de l'euro, rappelez-vous des pays comme l'Espagne, comme la Grèce, comme le Portugal qui sont entrés dans l'euro à la faveur des critères de convergence. Il fallait remplir certaines conditions en termes de PIB, en termes de dette publique pour pouvoir entrer dans l'euro. L'Espagne, pour reprendre son exemple, a pu entrer dans l'euro. L'Espagne, qui s'endettait en termes de pesetas à 7, 8, 9, 10% auparavant, a vu, dès qu'elle a intégré l'euro, son taux d'intérêt baisser à 2, 3%. Et cela, imaginez que ça a donné un coup de fouet énorme à son économie, une croissance gigantesque, de se retrouver quasiment du jour au lendemain d'un taux de financement avec la pesette à 7% à un taux de financement avec de l'euro à, disons, 2,5%. Surchauffe économique de tous ces pays-là. Évidemment, les banques françaises et allemandes en ont profité pour surinvestir dans ces pays, mais c'est une autre histoire. Au même moment, nous avions l'Allemagne qui était en grosse crise. Et un président de Banque centrale européenne à l'époque, Jean-Claude Trichet, qui a refusé de monter les taux d'intérêt européens afin de répondre aux exigences allemandes. Parce que l'Allemagne ne pouvait pas vivre avec un taux d'intérêt, ne pouvait pas reconstruire son économie avec un taux d'intérêt supérieur à celui qui était en vigueur à l'époque de 2-3%. Tandis que un taux d'intérêt de 2-3% appliqué à une économie espagnole ou à une économie portugaise était un taux d'intérêt évidemment trop bas, qu'il aurait fallu monter le taux d'intérêt européen à l'époque pour juguler un tant soit peu la surchauffe de ces pays, nouveaux entrants dans l'Union européenne. Et donc vous voyez un petit peu, je reviens à l'Allemagne, vous voyez un petit peu comment, dès le départ, en fait, il y a eu le péché originel du lancement de l'euro qui a favorisé l'Allemagne, favorisé l'assainissement de l'Allemagne suite à la réunification des deux Allemagnes et défavorisé au même moment, simultanément, des pays qui étaient en boom économique, comme l'Espagne, et qui auraient eu besoin qu'on monte de manière drastique le taux d'intérêt afin de calmer un petit peu toutes les ardeurs d'investissement qui étaient en vigueur à l'époque. Donc, là, j'en viens à votre question et à l'Union européenne, au déficit commercial français, pour vous dire que oui, comme l'Allemagne a été privilégiée à l'époque, elle est toujours privilégiée aujourd'hui du point de vue de la vision que s'en font les dirigeants européens par rapport à cette grande machine à exporter. L'Allemagne est quand même le premier exportateur mondial et tout est fait dans l'Union européenne
pour préserver cette machine et qu'elle ne soit à aucun moment grippée. La France, au même moment, n'est pas considérée par l'Union européenne comme une machine à exporter. Et c'est vrai qu'elle ne l'est pas. La France est un pays de consommation. La France est un pays de l'épargne. Mais toujours est-il que nous avons vu, au fil des années, depuis la crise des dettes souveraines européennes, nous avons vu que toujours l'Allemagne se détachait, imposait sa volonté. Et quelque part, ça a créé beaucoup de rancœur. Moi, je me souviens une de magazines allemands très respectables qui montrait l'Acropole à Athènes et qui disait que l'Acropole était à vendre quand la Grèce se portait mal. Je me souviens de gros titres de quotidiens allemands qui encourageaient les Allemands à profiter de l'effondrement de l'immobilier dans certains pays dits du Club Med pour acheter des appartements dans ces pays de bord de la Méditerranée. Je me souviens d'un ministre de l'économie allemand qui déclarait en 2012-2013 que ce n'est pas parce qu'on a les extincteurs qu'il faut les utiliser. Les extincteurs, c'est l'argent. Et votre question par rapport à l'impotence de nos dirigeants, elle est, je pense, directement reliée à cette technocratie européenne qui est auto-centrée, qui est en fait est tétanisée en quelque sorte par préserver la machine à exporter allemande. C'est-à-dire même Emmanuel Macron a parlé du dogme des déficits qu'il fallait pouvoir surmonter. En fait, en deux mots, le pouvoir politique s'est effacé au profit de technocrates non élus, comme vous l'avez dit vous-même, et également de banques centrales non élues, mais qui peuvent, d'un bouton, injecter des milliards dans les économies et qui sont de facto maintenant notre seul ressort. Il n'est pas normal que l'on ne mise que sur une banque centrale pour sauver et pour prendre des décisions énergiques et économiques, alors que c'est en fait aux politiques d'assumer ces rôles avec des politiques budgétaires appropriées. Alors j'entends une lumière, je vois une lumière au bout du tunnel, j'entends des voix à Bruxelles, à Strasbourg, et certaines voix respectables et respectées qui disent ce que je dis depuis des années, qu'il faut abandonner les critères de Maastricht. Les fameux 3% et 60%, que c'est des critères qui n'ont, je le dis depuis des années, qui n'ont aucun fondement économique, qui ont été créés pour des motifs, dans le seul motif de rassurer l'Allemagne, et qui maintenant ont été évidemment explosés à la faveur du coronavirus, et qui ne peuvent plus, absolument plus être respectés, qui doivent être démantelés. Alors ça ne veut pas dire que nous devons faire en sorte de ne plus maîtriser notre dette publique. Je reviens à Keynes. Keynes disait que toute politique économique qui se respecte doit être contre-cyclique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, c'est très simple en fait, intuitivement on le comprend tout de suite.
C'est-à-dire que quand l'économie va mal, c'est là qu'il faut creuser les déficits. Et quand l'économie s'est redressée, c'est là qu'il faut résorber les déficits. Alors, je suis bien d'accord avec vous que la France n'est pas un pays qui a été exemplaire à ce niveau-là, puisque la France est en déficit budgétaire depuis, je crois, en gros, le milieu des années 70. Malgré le fait qu'elle a connu des périodes de croissance très intéressantes après, et qu'elle n'a pas eu, les dirigeants n'ont pas eu le cran et le courage politique de dire là, nous avons un bon taux de croissance, et c'est là qu'il faut s'atteler à résorber, à diminuer en tout cas la dette publique. Ce qu'il faut, c'est une politique contre-cyclique, mais pour cela, je le répète, il faut d'abord, premièrement, que nous ayons des femmes et des hommes politiques dignes de ce nom, qui ont le cran d'assumer leurs décisions, même si, d'un point de vue électoral, ce n'est pas forcément ce qui serait en leur faveur, mais ce qu'il faut aussi, c'est qu'ils en aient la marge de manœuvre. Et le fait est que bien de la marge de manœuvre de nos politiques publiques, bien des marges de manœuvre de nos politiques publiques ont aujourd'hui été rognées, abdiquées en faveur d'une technocratie qui est de plus en plus honnie, il faut bien le dire, d'une technocratie européenne qui est de plus en plus honnie. Voilà. Mais si vous avez d'autres questions j'en ai. De lecteurs ou de... Justement, vous avez évoqué la règle des 3 déficits, mais c'est peut-être juste une petite touche presque humoristique. Je l'ai lu à travers un de vos articles, oui. Et notamment cette fameuse anecdote donc du pourquoi de la création par Guy Abeille de ce fameux chiffre des 3%. Je vous laisse raconter l'anecdote des conditions. Écoutez, oui, c'était à l'époque sous la présidence de François Mitterrand et des hauts fonctionnaires. Il a demandé à certains hauts fonctionnaires de réfléchir à quelque chose qui puisse convaincre l'Allemagne, en fait. On en revient à ça. Convaincre l'Allemagne d'abandonner son Deutschmark. L'obsession de l'Allemagne, c'était de ne pas fondre sa monnaie, le sacro-saint Deutschmark, dans une monnaie où, ma foi, nous aurions l'Italie, la Grèce, le Portugal, qui étaient connus pour être des pays très peu disciplinés budgétairement, que la puissance du Deutschmark ne soit ainsi considérablement sapée. Donc, Mitterrand a demandé à ces hauts fonctionnaires de réfléchir à une formule lapidaire, qui puisse ainsi convaincre les Allemands et qui soit en fait un garde-fou aux futurs entrants qui leur interdisent de dépenser trop d'argent. Et Guy Abeille, qui était un haut fonctionnaire de l'époque, il était en train de déjeuner à une table avec des collègues à lui. À l'époque, il y avait les nappes en forme de papier sur lesquelles on pouvait écrire avec un bic. Et là, à force de cogitation, il a sorti le chiffre le fameux chiffre de 3%, qui est un des fameux critères de 3%, à savoir qu'un pays ne peut pas dépasser 3% de déficit budgétaire par rapport à son PIB. La Trinité. Voilà, donc c'était la Trinité qui a inspiré cette réflexion et qui a tout de suite été acceptée du reste par le chancelier allemand, alors que je ne vois pas pourquoi 3%, pas 2%, pas 5%. Je le répète, il n'y a aucun fondement économique au déficit budgétaire.
Et pour cause, regardez ce qui se passe aujourd'hui avec la crise du coronavirus. Les déficits budgétaires et les déficits publics sont creusés, mais alors à des niveaux plus vus depuis la Seconde Guerre mondiale. Et nous allons nous en sortir. Et nous allons nous en sortir de ces déficits publics. Non pas par la planche à billets. Nous allons nous en sortir par le travail, nous allons nous en sortir par la production, nous allons nous en sortir par les nouvelles entreprises, par les startups. Il suffit juste que les États n'enlèvent pas trop vite le tapis sous nos pieds. Voilà. Donc, et ça c'est fondamental, c'est crucial. Très bien. Alors, on pourrait peut-être aborder, c'était une question qui émanait de notre forum, et d'ailleurs, j'invite tous ceux qui regardent cette interview à penser, une fois qu'on a soumis nos différents invités qui nous font l'amitié de présenter leur publication et leur actualité au Cercle Aristote, de ne pas hésiter à poser des questions. Et donc, parmi ces questions, il y avait tout ce que on pourrait... vous pouvez nous donner un petit peu votre point de vue sur la financiarisation galopante de l'économie et cette espèce de dichotomie complètement folle entre ce qu'on appelle l'économie réelle, mais ce qui en soi ne devrait même pas... C'est un peu se répéter deux fois que de dire économie est réelle. Avec cette différence avec l'économie financière, et je pense notamment dans un de vos articles de votre ouvrage, où vous parlez de la valorisation d'une entreprise comme Apple, qui, alors je regarde mes notes, qui au moment où vous avez écrit l'article, était valorisée à 900 milliards de dollars pour 120 000 salariés dans le groupe. Alors j'ai pensé à regarder chez nous quelle était la première valeur française au CAC 40, c'est donc le groupe Total. Petite recherche, Total serait valorisé aux alentours de 89 milliards d'euros, donc on va dire plus ou moins 10% de la valeur d'Apple, et ce pour un groupe avec 107 000 salariés. Donc on a à peu près l'équivalent en nombre de salariés, à peu près 10%, mais pour une valeur de 1 à 10 de différence entre un groupe comme Total, qui a des usines, qui a des infrastructures, etc., comparativement à Apple. Alors quel serait un petit peu ce que vous pourriez peut-être expliquer, ce qui est pour vous, ce qui seraient les points importants de compréhension de pourquoi il y a autant de décalage et un petit peu les aberrations de toute cette économie-là? Écoutez, nous avons tous besoin de ces entreprises-là. Et nous l'avons bien vu avec les confinements. Bon, leurs valorisations se sont encore plus envolées depuis le mois de février-mars 2020 pour des motifs à la base légitimes, puisque l'isolement de tout un chacun lors du confinement a fait en sorte que nous utilisions plus le téléphone, plus Internet, plus les messageries, plus les moteurs de recherche, etc. Cependant, nous atteignons quand même des niveaux sans commune mesure avec les réalités. Je vous avais parlé de Total. Moi, j'ai envie de vous parler d'une autre capitalisation dans le même domaine américaine, qui s'appelle Exxon, qui pendant des décennies a été la première entreprise américaine en termes de capitalisation et qui maintenant est un nain par rapport à Apple. Je veux dire, Apple, depuis déjà 5 ou 6 ans, est plus riche que le gouvernement américain en trésorerie. Donc, la trésorerie d'Apple, depuis en gros 2015, est plus massive que celle du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Nous entrons de plein pied dans un nouveau paradigme. Il est impératif, non pas de casser ces entreprises, parce que nous en avons tous besoin, mais de juguler un petit peu leur puissance et surtout de faire en sorte que cette financiarisation ne s'exerce pas toujours au détriment du plus faible et du plus vulnérable. Je m'explique. Je vais vous prendre un exemple tout à fait choquant. Il y a quelques années,
je crois que c'était en 2016, l'État de New York, donc pas la ville de New York, l'État de New York, qui est une des étoiles du drapeau américain, a fait appel à une banque bien connue, qui est la banque Goldman Sachs, pour privatiser certaines prisons. Donc voilà, certaines prisons de l'État de New York n'étaient plus gérées par les policiers ou par le service pénitentiaire américain ou étatique, mais par des entreprises privées. Et Goldman Sachs a greffé sur ce des considérations de financiarisation, à savoir que si l'entreprise gérait bien ces prisons en question qui lui étaient confiées, si le taux de récidive après la libération de prisonniers libérables était inférieur à un certain niveau, l'État de New York devait payer un bonus à l'entreprise qui gérait les prisons. Si le taux de récidive était encore plus inférieur à un certain niveau, dont je ne me souviens plus, le bonus devait être encore supérieur. En fait, moi, si je devais en faire un résumé, on a confié des vies humaines, on a confié des personnes vulnérables à une entreprise privée qui réaliserait des profits sur le dos de prisonniers. Je trouve ça, bien sûr, complètement immoral, mais en fait, c'est tout simplement voilà, le nec plus ultra, si j'ose dire, de la financiarisation de nos économies. C'est la panacée de la financiarisation de nos économies, et c'est surtout l'exemple à ne pas suivre. Un autre exemple de financiarisation des économies, moi-même, je me suis présenté en préambule, j'étais trader. J'ai commencé ma carrière comme trader. Donc un trader, c'était une personne qui, à longueur de journée, son téléphone à l'appui, achetait ou vendait donc, des matières premières, des devises, des métaux précieux, du pétrole, etc. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout pareil. Aujourd'hui, vous avez les algorithmes qui font le trading. Ce n'est plus des êtres humains. Ce n'est même plus les êtres humains qui paramètrent les algorithmes, ce sont des algorithmes qui paramètrent, nuancent, règlent d'autres algorithmes. Et quand vous voyez épisodiquement des cracks financiers, quand vous voyez les gros titres de presse sur Internet, peu importe, Wall Street a aujourd'hui perdu X%, en fait, il faut vous rendre compte que c'est tout simplement les machines qui vendent. Lorsque vous avez aujourd'hui des nouvelles internationales, les algorithmes ont des mots-clés. Mots-clés, ça peut être révolution. Mots-clés, ça peut être chiffres du chômage aux États-Unis qui ont dépassé un certain stade ou qui se sont améliorés de tel pourcentage. Mots-clés, ça peut être coronavirus, le taux de mortalité coronavirus s'est aggravé. Eh bien, vous avez ces algorithmes qui sont formatés, conditionnés pour que s'il y a des mots-clés qui apparaissent sur Internet, qu'ils soient programmés pour acheter, pour vendre, et que tout ceci fasse boule de neige, évidemment, dans un sens ou dans l'autre. Voilà la financiarisation dont je parle. Voilà où en est aujourd'hui notre monde. Et ce que je déplore, évidemment, c'est l'impact dévastateur que cela a sur ce que vous appeliez l'économie réelle. Parce que lorsqu'il y a un krach financier, ceux qui ont spéculé
quelque part, c'est normal s'ils perdent de l'argent. Je veux dire, ils savent ils savaient quels étaient leurs risques. Ils entrent sur les marchés financiers pour gagner ou pour perdre. C'est leur problème s'ils perdent de l'argent suite à un krach financier. Le souci, c'est que lorsque les marchés financiers montent, lorsqu'il y a des euphories boursières, ça ne bénéficie pas ou que très peu à l'économie réelle. En revanche, vous pouvez être sûr que lorsqu'il y a des krachs financiers, maintenant provoqués entre autres par les algorithmes, eh bien, l'impact sur l'économie réelle, il est direct, il est immédiat. Nous en payons tous le prix. Voilà pourquoi la financiarisation est nauséabonde. Triste constat. J'ai une autre question qui nous vient donc du forum. Pendant beaucoup d'années, on nous expliquait que la planche à billets, c'était très mauvais, que l'augmentation de la masse monétaire allait vers une inflation galopante, etc. Et là, qu'est-ce qu'on constate? C'est que, donc à l'aune de cette crise du coronavirus, donc l'expression a été beaucoup utilisée, l'équilibre terme monétaire, on a inondé de beaucoup d'argent toute l'économie. Et alors qu'on nous expliquait qu'on allait certainement avoir une inflation pendant je ne sais pas combien d'années, on nous explique que finalement c'est un peu plus compliqué, un peu plus nuancé que ça, et qu'en fait l'hélicoptère monétaire ne veut pas dire nécessairement inflation. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu peut-être nous expliquer pourquoi ce serait finalement plus nuancé que cela, et quel est le rôle de la Banque Centrale Européenne? Est-ce que selon vous ça va amener à un changement des rôles, un rééquilibrage, ou au contraire encore plus de domination au niveau Banque Centrale Européenne? Écoutez, le constat, il est sans appel, cinglant. Nos banques centrales, nos États recherchent désespérément de l'inflation, à insuffler une dose d'inflation. Parce que, en effet, c'est soit nous sommes littéralement, carrément en déflation, comme certains pays, comme le Japon, comme la Suisse, soit nous sommes en période d'inflation zéro, comme l'Union européenne ou les États-Unis. Vous me direz, je fais une parenthèse, l'inflation s'est déplacée, puisque notre économie n'a plus d'inflation, mais l'inflation, c'est quelque part métamorphosé en une inflation malsaine qui prend la forme de hausse euphorique de bourse, qui n'enrichit que certains. L'inflation, elle est pour les plus privilégiés, dans le sens d'une appréciation de leurs investissements boursiers. Je ferme la parenthèse. Revenons à la véritable, à l'authentique inflation, qui est devenue introuvable. Et pourtant, nous avons désespérément besoin d'inflation. Parce que, je ne parle pas d'une inflation à 7-8%, mais nous avons désespérément besoin d'une inflation à 2 ou à 3%, parce que, premièrement, une inflation à 2 ou à 3% stimule quand même la consommation, dans le sens où l'acheteur va se dire, il vaut mieux que j'achète aujourd'hui mon véhicule à 10 000 € plutôt que je l'achète demain à 10 000 € plus 3%. Mais l'inflation est aussi précieuse à un autre niveau, car elle permet de réduire également en proportion le fardeau de la dette. C'est très très important. Une inflation à 2 ou à 3% déprécie également, dévalorise également notre dette d'autant, de 2 à 3%. Donc l'inflation est quand même un phénomène précieux, important, mais que nos banques centrales, pas du tout depuis le coronavirus, depuis bien avant le coronavirus, n'arrivent pas à remettre sur les rails. Pourquoi? Parce que les milliards ont déjà été dépensés avec la crise des subprimes, notamment aux États-Unis. Rappelez-vous, il y a eu plusieurs milliards, plusieurs programmes avec des centaines de milliards qui ont été réinjectés dans l'économie américaine, dans le but de relancer l'économie et dans le but, évidemment, de relancer l'inflation, qui ne s'est pas concrétisée. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'inflation? Pourquoi sommes-nous en période
unique dans l'histoire du monde, il faut bien le dire, hein, dans l'histoire du monde moderne, où nous cherchons désespérément à insuffler une certaine dose d'inflation. Vous allez me dire que je fais beaucoup de références aux États-Unis, mais je connais très très bien ce pays, la conjoncture et le contexte économique qui y règne. Nous sommes en période en Occident, c'est-à-dire Europe, Japon, États-Unis, nous sommes en pleine période de ce qu'on appelle la stagnation séculaire. Je m'explique. C'est un terme, c'est une expression lancée par un économiste du début du XXe siècle, Alvin Hansen, américain, qui, suite à la Grande Dépression, suite au fait que les États-Unis, à force de programmes de relance initiés à l'époque par le président Franklin Roosevelt, n'arrivaient pas à se sortir de la crise économique induite par la Grande Dépression, a parlé de stagnation séculaire et a prédit que la stagnation en vigueur aux États-Unis et dans le monde dans les années 30 durerait un siècle, séculaire. Il a été démenti par les faits, puisque ce qui a sauvé le monde, ce qui a sauvé les États-Unis, en fait, de la stagnation séculaire, ça a été, comme tout le monde le sait, la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est une autre question. Entre parenthèses, la Seconde Guerre mondiale, pour les États-Unis, a été un événement keynésien par excellence. Ils étaient en pleine dépression, et c'est en réactivant leur machine de guerre, en mettant les gens au travail, en les payant, que l'économie a été relancée. Bien. Cette expression de stagnation séculaire a été reprise il y a quelques années par un grand économiste américain, Lawrence Summers, qui a été l'ancien ministre des Finances de Clinton, et qui a fait un constat, effectivement, qui s'adapte très très bien à notre période actuelle. Oui, nous sommes en période de stagnation séculaire parce que nous n'arrivons pas à relancer les économies puisque notre taux d'inflation est à zéro. On ne peut pas relancer une économie de manière pérenne, de manière sur le moyen terme, en présence d'un taux d'inflation zéro voire nul. Pourquoi serions-nous aujourd'hui en période de stagnation séculaire? L'explication est tout à fait intéressante et je pense qu'elle est juste. Pour toute une série de facteurs, le premier facteur est le facteur démographique. Et les exemples de l'Allemagne et du Japon sont tout à fait évocateurs. L'Allemagne et le Japon sont en net déclin démographique, comme tout le monde le sait. Peu de gens savent, la Chine l'est aussi, aujourd'hui, en déclin démographique. Et une économie c'est d'abord l'addition de bras humains, de travailleurs, de salariés qui font l'économie, qui composent une économie, qui font la production, qui permettent de faire tourner la machine. Et si il y a de moins en moins de travailleurs sur le marché, eh bien, même si nous sommes aujourd'hui en période de robotisation accrue, ce n'est pas ça qui va permettre de remplacer les bras, les cerveaux. Du reste, au Japon, il y a un taux de chômage de 2 à 3%, qui est un taux de chômage infime. Mais, je veux dire, il n'y a littéralement aujourd'hui plus personne à embaucher au Japon, parce que le Japon est un pays de vieux. L'Allemagne est en train de prendre ce chemin-là. C'est un peu cynique ce que je vais dire, mais c'est aussi pour cela que Mme Merkel a fait venir ces migrants il y a quelques années pour pouvoir pallier à ce manque de travailleurs allemands. Alors, l'Occident
est en déclin démographique. Et certains pays, évidemment, ont beaucoup plus que d'autres. C'est un des premiers facteurs de la stagnation séculaire. La seconde raison de la stagnation séculaire, selon Summers, c'est la baisse de la productivité dans nos économies modernes. Et un ami informaticien, créateur de start-up, me disait il y a quelques mois qu'en fait, de nos jours, il m'a appris ce mot itération. Il m'a expliqué qu'aujourd'hui, la plupart des inventions, des nouvelles inventions, ne sont plus des nouvelles inventions, elles se font par itération. C'est-à-dire que, par exemple, pour reprendre Apple, c'est une nouvelle version de l'iPhone qui vient. Ce n'est pas des produits révolutionnaires, ce n'est plus des produits révolutionnaires qui viennent aujourd'hui sur le marché. Et donc, tout cela, ça montre en fait d'une certaine manière une baisse de la productivité de nos entreprises. Ça aussi, ça contribue à la stagnation séculaire. Troisième et dernier motif de stagnation séculaire selon Summers, c'est une baisse moyenne du niveau de l'éducation dans nos pays occidentaux. Donc, pour répondre à votre question, les banques centrales, nos États sont face à un dilemme insurmontable, une équation insoluble en fait. C'est comment insuffler à nos économies un tant soit peu d'inflation pour qu'elles puissent redémarrer. Il y a une piste, c'est dont on parle de plus en plus, initiée, il faut le dire, par Madame Lagarde, qui est la présidente de la Banque centrale européenne, et dont on parle également de plus en plus à la Réserve fédérale américaine, c'est que les banques centrales investissent dans l'économie verte et qu'elles découragent de plus en plus l'investissement dans l'économie carbonée. Cela, ça peut être une source de relance d'une certaine inflation. C'est une piste qu'il faut explorer. En tout cas, une chose est certaine, c'est que ce n'est pas les milliards, entre guillemets, artificiellement créés par les banques centrales qui vont relancer l'inflation. Tout au plus, mettront-ils ces milliards de l'huile, un petit peu d'huile dans les rouages pour que la machine ne s'arrête pas complètement. Voilà. Donc, pour résumer, inflation zéro à cause de la stagnation séculaire, la menace, l'épée de Damoclès qui pend à nos têtes, à toutes et à tous, si l'inflation n'est pas relancée un petit peu, c'est que nos taux d'intérêt en Europe, aux États-Unis, en Suisse, au Japon, ne soient petit à petit, ne tournent négatifs. Là, nous avons des taux d'intérêt zéro, mais il se pourrait très bien que si le marasme continue, il se pourrait très bien qu'on ait un jour un taux d'intérêt européen de -1 à -2%, voire pire que ça encore. Tout est possible. Mais là, je peux vous dire que nous entrons de plein pied dans un nouveau monde, avec des impacts qui sont complètement incalculables. Je vous prends un seul exemple aberrant, mais qui pourrait bien arriver le jour où, si un jour nous avons des taux d'intérêt négatifs, les personnes, les entreprises qui doivent payer, des fournisseurs, reçoivent des factures payables en général à 30 jours. Et si cette entreprise ou si cette famille, si ce consommateur ne paye pas sa facture à 30 jours, il doit payer des pénalités. C'est le cas usuel aujourd'hui. Mais il se pourrait très bien un jour que nous recevions des factures et que ce soit le contraire qui arrive.
C'est-à-dire que si nous payons à 30 jours, nous devions payer des pénalités. Et que alors que si nous payons à 6 mois, nous ayons une réduction. Parce que payer quelqu'un, ça voudrait dire en fait lui refiler la patate chaude. Ça veut dire lui refiler de l'argent et lui, sur son compte bancaire, devra payer des taux négatifs. Vous voyez, on rentrerait du coup dans un paradigme complètement nouveau où nous faudrait surtout plus avoir d'argent sur ses comptes bancaires, surtout essayer de payer au plus rapide ses fournisseurs et ses factures afin de se dessaisir de l'argent. Et donc, je n'ose même pas imaginer des révolutions dans les mentalités et même dans les rues que cela induirait. Tout cela dans un seul objectif, c'est de relancer ça serait de relancer cette fameuse inflation. Voilà. Très bien. Alors, si vous me permettez une dernière question, peut-être, si vous en avez le temps. Oui. Vous évoquiez Madame Lagarde, donc patronne de la Banque centrale européenne. Et je voudrais là que vous abordiez peut-être en guise d'ouverture, parce que vous parlez un petit peu de nouveaux paradigmes, d'inconnus en ce qui nous concerne. Du point de vue de l'économie, un sujet qui a beaucoup fait parler et qui va continuer certainement encore à faire parler, c'est le grand reset, ce fameux grand reset qui a été abordé discrètement, distillé dans quelques points presse ou quelques déclarations et qui, visiblement, un événement est prévu au premier trimestre 2021 pour nous expliquer en quoi il retournerait vraiment. Et comme Madame Lagarde a affaire avec ce sujet, peut-être pouvez-vous aborder ce dernier point. Qu'est-ce que ce grand reset pourrait apporter comme réponse? Est-ce que ces gens-là tentent une réponse à tous les problèmes que vous avez abordés? Qu'est-ce que, selon vous, cela peut exprimer? Je dois vous avouer que je ne suis pas trop familier de ce concept de grand reset qui, pour moi, c'est très nébuleux. Pour moi, il y a pas mal de théories du complot là-dedans. Tout à l'heure, je vous parlais des taux négatifs. Ça peut être ça, une des composantes du grand reset. Mais ça peut aussi être autre chose. Je suis désolé, je ne vais pas vous répondre sur un terrain philosophique. Je vais vous répondre sur un terrain économique de ce que pourrait être le grand reset. Les taux négatifs, on en a parlé, mais également autre chose, la disparition du cash. Qui est programmé et qui, pour le coup, serait un énorme reset. Parce que bon, c'est déjà une tendance lourde. Comme vous le savez, depuis déjà l'année passée, le billet de 500 € n'est plus imprimé par la Banque centrale européenne. S'il y avait eu un président démocrate élu à la place de Donald Trump en 2016, il y avait des rumeurs selon lesquelles la plus grosse coupure américaine, savoir le billet de 100$, lui aussi serait remis en question. Qui sait encore que dans les années 60, il y avait le billet de 10 000$, qu'avant ça, il y avait le billet de 50 000$. Donc c'est une tendance lourde, comme je vous le dis. Inévitable. C'est peut-être ça, le grand reset. Des études dans les grandes universités américaines, Harvard, Princeton, d'économistes très sérieux. C'était pas une blague. On proposait aux États de créer des billets de banque gros comme ça. En fait, comme un ordinateur portable, voire un peu plus grand, pour que ce soit très difficile de le plier et de le mettre dans sa poche ou de l'entreposer. Tout ça dans un seul but, de compliquer de plus en plus la tâche de celles et ceux qui tiennent aux espèces, au cash. C'est peut-être ça, le grand reset. Alors, sans aller jusqu'à des
points caricaturaux qui consisteraient à multiplier la taille des billets de banque par X, nous allons probablement, dans les années à venir, voir la disparition du billet de 100 euros. Très probablement qu'à l'horizon de 2030, il n'y aura plus que les billets de 20 euros. Très possible. Tout ça dans un double objectif qui est évidemment le premier. Mais pour moi, c'est le second objectif de lutter contre tout ce qui est blanchiment d'argent, fraude fiscale, économie grise, etc. Premier objectif pour moi, c'est un objectif macroéconomique qui est de pouvoir mieux lutter contre les récessions. Je m'explique. Et c'est très, très lié au taux négatif, en fait. Je vais vous prendre l'exemple de la Suisse. En Suisse, il y a des taux négatifs depuis environ 5 ans. Nous avons il y a un taux directeur à moins 0,75% en fait, en France suisse. C'est-à-dire que les comptes bancaires sont taxés à hauteur de 0,75%. Qu'est-ce qui s'est passé? À partir du moment où ces taux négatifs ont été mis en place, de plus en plus d'épargnants, mais également des fonds de pension. Et donc, quand on dit des fonds de pension, ça veut dire des sommes très importantes. Ça a été également le cas au Japon, du reste, où il y a eu les taux négatifs il y a 5 ans. On vidait progressivement beaucoup de leurs comptes bancaires au profit du cash et ont mis ces espèces dans des coffres afin de ne pas payer les taux négatifs. Et vous voyez qu'intuitivement, vous comprenez pourquoi est-ce que l'existence du cash vient contrer l'efficacité des taux négatifs. Parce que l'objectif des taux négatifs mis en place par la Banque centrale suisse et japonaise, ça a été de relancer les économies. Ça a été de faire en sorte que les épargnants, que les investisseurs soient découragés par conserver trop d'argent sur le compte bancaire et soient plus tentés par investir et par dépenser. Mais l'existence du cash, des espèces, vient là contrecarrer, vient d'une certaine manière diminuer, amoindrir l'efficacité des taux négatifs. Parce que le cash rapporte 0, mais il coûte 0 aussi, comme vous le savez. Et donc, pour moi, la disparition du cash ou la disparition des grosses coupures sera en quelque sorte, viendra en appui des taux négatifs si un jour ils sont mis en place, pour des motifs macroéconomiques. Donc, c'est peut-être ça, le grand reset dont on parle. À part ça, je dois vous avouer que je ne suis pas dans le secret des dieux, ni de celui de Madame Lagarde. Je ne sais pas s'il ferait bon d'être dans les secrets de Madame Lagarde. Eh bien voilà, on touche à la fin de cet entretien. Je vous remercie infiniment, Monsieur Santi. Alors pour rappel, pour nos auditeurs, donc Michel Santi, Testament d'un économiste abusé, paru cet automne 2020 aux éditions des 3 colonnes. Merci à vous, à bientôt. Merci à vous. Si vous souhaitez vous procurer les ouvrages mentionnés dans cette vidéo, rendez-vous dans les liens en description.